Les compagnons se déplacent dans les plaines à dos de chevaux que la ville qu'ils ont réunie leur a gentiment offert. Gaëla, Lek et Nevis conduisent les trois montures, alors qu'Ossen et Jarès, inexpérimentés dans l'art de prendre les rênes, sont au dos de ces deux derniers. Le magicien reste frustré de partager sa pouliche avec le démon aux airs d'adolescent plutôt qu'avec l'épéiste, le démon qui affiche désormais la couleur de ses yeux en vert dans la perception générale. Pourquoi je ne peux pas donner l'illusion d'une apparence totalement différente? Cela reviendrait au même au final, gémit-il. Et j'aurais l'impression que tu nous trompes en plus des autres. Si ça ne tenait qu'à moi, tu resterais exactement tel quel, mais il faut éviter de te faire remarquer. Changer la couleur de tes yeux suffira, rétorque l'invocatrice. Très bien, concède-t-il un peu boudeur. Océane, accroché au dos de Lek, ne peut s'empêcher de voir ses bras trembler d'excitation, bien qu'il essaye de le cacher. Oula, tu m'as l'air bien impatient, lui dit-elle d'une voix légèrement coquine. Comme tout le monde, répond-il calmement, bien que son expression laisse à penser le contraire. L'invocatrice le fixe en souriant quelques secondes. Le griffu rougit un peu face à cette taquinerie, jusqu'à ce qu'elle redevienne sérieuse. Tu n'as pas complètement tort. D'ici 1 heure, elle va à nouveau être avec nous. Après tout ce qui s'est passé, ça va remonter le moral de tout le monde. Et en plus, je vais pouvoir rendre mon tablier de chef. C'est assez épuisant comme rôle, termine-t-elle sur une note plus légère. 1 heure plus tard, le groupe arrive à la capitale de Gorgera, presque jumelle à celle de Prémora, si ce n'est le luxe plus clinquant des maisons fortunées en son centre. Autrefois ville de l'abondance, les attaques incessantes de monstres, surtout récentes, ont un peu entaché le prestige de cet endroit et les riches ont perdu certains de leurs privilèges, bien qu'ils en conservent encore pas mal. Mes parents habitent dans une de ces maisons, fait part Nevis. Tu veux leur rendre visite? Se préoccupe vite Gaëla. Ce ne sera pas nécessaire. Juste à côté de cette parcelle se dresse un imposant château, bien plus tapageur que celui du roi Prémor, même si la vétusté du manque d'entretien commence légèrement à se faire voir là aussi. C'est dans ce château que la bande se rend, plus précisément dans l'aile des guérisseurs, qui sont pas mal occupés depuis quelques jours. Soldats et civils blessés affluent de toutes parts, et les magiciens soignent à cadence épuisante. Les compagnons, bien que désolés du spectacle, gardent leur attention à ce qui les importe et viennent s'adresser à la femme à l'accueil qui gère les entrées des blessés. Elle sursaute en voyant arriver le groupe qui attire l'œil. Vous êtes... Oui, c'est bien nous, le groupe d'héros, etc. C'est fou le nombre de gens qui nous reconnaissent depuis quelque temps. Nous avons entendu dire dans une ville de la région que vous aviez trouvé une femme blessée sur les berges et que vous la soignez ici. Elle a les cheveux roux, taille moyenne, des formes à rendre jalouses, et surtout elle avait un pack de dagues sur elle, la coupe océane en plein élan. En effet, elle se repose dans la 4e chambre à droite, au fond du couloir. Mais il faut que vous sachiez, Lek ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase. À peine connaît-il l'emplacement qu'il s'y précipite, suivi par les autres. Il ouvre la porte et découvre Semnia, presque de dos, en train de manipuler des objets comme jouant avec eux. Il n'y prête pas attention, la joie éclatant sur son visage. « Semnia !» ne manque-t-il pas de s'exclamer. La jeune femme se retourne et aperçoit Lek, ainsi qu'Océane, tout aussi souriante, qui vient d'entrer en lui emboîtant le pas. « Vous êtes qui ?» réagit-elle d'une voix enfantine. C'est la stupeur qui se lit maintenant sur leur visage. Elle ne les reconnaît visiblement pas. En jetant un œil sur le lit, le greffu voit ce que Semnia a manipulé avant qu'elle entre. Des jouets pour enfants. À ce moment-là, Gaëla et Nevis veulent entrer dans la pièce en même temps, se bloquant mutuellement l'accès. « Laisse-moi passer, palourd !» se plaint l'épéiste. « Désolé, même si j'étais là avant toi !» se pousse le magicien. À la vue de la petite querelle, Semnia semble reconnaître un début de quelque chose et son visage prend alors un air radieux. « Papa, maman !» s'écrie-t-elle en se jetant dans les bras déconcernés. « Quoi ?» Gaëla et Nevis s'en restent pantois, alors qu'elle s'amuse à leur faire un câlin innocent pour elle, mais un peu brusque vu la stature dont la guerrière s'ignore. Jarès arrive à son tour vers la porte de la chambre. « Je ne savais pas que c'était votre fille qu'on était venu chercher, mais n'est-elle pas un peu âgée pour... » La responsable guérisseuse de l'entrée rattrape le groupe à ce moment-là et a enfin l'occasion de pleinement s'expliquer. « Désolé, vous ne m'avez pas laissé le temps de vous prévenir. Elle a reçu un important coup à la tête et depuis elle se comporte de cette façon, précise-t-elle. Vous avez mis le temps pour venir me chercher? C'est que je m'ennuyais ici, moi, continue Semnia avec sa voix puérile, s'adressant à ses parents. Elle serait amnésique? Demande Océane. Nous ne savons pas. Soit elle a perdu tous ses souvenirs datant d'après son enfance, soit elle se prend pour une personne totalement différente. Quel que soit le cas, la magie de guérison ne peut rien pour elle. Peut-être qu'avec le temps... Venez jouer avec moi, poursuit Semnia en tirant vers le lit Nevis et Gaëla qui sont vraiment déconcertés. Mais ce qui se passe est intéressant. Le fait qu'elle les prenne pour ses parents laisse penser qu'elle se cherche des attaches inconsciemment en dehors de cet hôpital. Il serait sûrement mieux pour son rétablissement qu'elle vous suive. Dans cet état?
s'exclame l'avocatrice, voyant son ancienne chef obliger ses parents à jouer avec elle et ses jouets. Il n'y a pas que ça. Nous n'avons pas la place de garder une telle patiente en l'état actuel. Nous avons forcé sur cette chambre ces derniers jours parce qu'on avait reconnu une héroïne qui a combattu Baki, mais en temps normal, nous aurions utilisé cet endroit pour accueillir plus de blessés. Nous sommes débordés avec les attaques encore plus denses de ces derniers jours. Nous n'avons pas le luxe de garder une femme désorientée. J'en suis sincèrement navré. Mais vous savez ce qu'on fait là-dehors? Elle sera en danger constant, les combats. Peut-être que ça aidera aussi à lui raviver la mémoire. Je suis vraiment désolé. Dans d'autres circonstances, nous la garderions sans problème. Mais dans sa mentalité d'enfant, elle nous a déjà inquiétés plusieurs fois et ralenti notre travail. Nous sommes épuisés à guérir les blessés à la chaîne. C'est une charge qu'on ne peut pas se permettre beaucoup plus longtemps. Plaide la femme, visiblement exténuée par son travail, suppliant presque. Très bien, je comprends, accepte Océane, déçu, observant la rousse en train de s'amuser avec un petit dragon en bois devant Gaëla et Nevis, désorientés, qui essayent de suivre. Lake, agacé depuis quelques minutes, ne tient plus. Il se met face à l'amnésique d'un mouvement brusque, ce qui effraie dans sa mentalité d'enfant. Semnia! Tu dois bien te souvenir de quelque chose! Nova, la fusion entre Angèle et Staël, ton dessin quand on était dans le château, notre rencontre, mon visage ne te dit vraiment rien? Insiste-t-il, comme désespéré? Au fur et à mesure des discours de Lek, Semnia s'effraie de plus en plus, peur accentuée par la découverte des mains particulières de celui qui lui parle. À la fin du discours, elle se met à pleurer et va se cacher accroupie derrière les jambes de Nevis. « Papa, éloigne-le, il me fait peur !» gémit-elle. Au vu de la réaction terrifiée qu'il a provoquée chez Semnia, Lek ne parvient plus à bouger. Il reste à genoux face au lit de l'effondrement dans le regard. Les autres le fixent, ne sachant quoi faire ou dire. Quelques minutes plus tard, le groupe s'apprête à sortir de l'aile des guérisseurs, quelque peu dépité. Nevis et Gaëla prennent les devants, la petite Semnia entre deux, Jarès se trouve légèrement derrière, un peu perdu par la situation, tandis qu'Océane et Lek ferment la marche d'assez loin pour que Semnia n'ait pas peur de ce dernier. « Elle est en vie, c'est le plus important », tente Océane de consoler le griffu. « Oui. Et puis tu n'es pas le seul à plaindre, je vais devoir rester la chef. » Elle jette un coup d'œil devant. Et pour Gaëla et Nevis, dis papa, tu peux me porter sur ton dos? S'adresse Semnia au magicien. Pas aujourd'hui, ma chérie. Papa est un peu fatigué, répond ce dernier. Tu n'es pas obligé d'avoir un ton si maternel, le réprimande Gaëla. Ils sont donc sur le point de sortir lorsque deux chevaliers entrent, le premier aidant le second, grièvement écorché sur le flanc, à tenir debout. Vite, il faut le soigner, cria le premier chevalier. Les guérisseurs étant submergés, Océane s'avance vite pour aider à soutenir le blessé. Lek la rejoignant aussi sec. Il l'amène devant l'accueil qu'ils viennent de quitter, où d'un geste, la responsable fait appeler un guérisseur. Ce dernier arrive, pressé, et commence à soigner par les mains le chevalier blessé qui a été posé sur une chaise. « Que s'est-il passé ?» demande la responsable. « Nous étions tout un bataillon détaché pour aller défendre la ville de Gise. Sur le chemin, nous avons vu une sorte de campement. C'était assez inhabituel de voir un campement isolé en cette période, alors on y est entré par curiosité. Et ceux qui y vivaient nous ont surpris. Ils ne dépassaient pas les 20 ans, certains étaient des enfants, et ils avaient tous des yeux gris. » Le groupe, qui écoute le discours, ne manque pas de sursauter à cette dernière déclaration. Des yeux gris? Ça ne peut être que les demi-démons de Scellé par le bas Gaëla. On n'a pas eu le temps de réagir qu'ils nous ont attaqués en utilisant des pouvoirs comme les démons. Ils n'étaient qu'une demi-douzaine, mais les hommes ont été décimés en un rien de temps. Nous sommes les deux seuls à avoir survécu. Océane, intrigué, se concerte alors un peu plus loin avec les autres pour réfléchir à l'information. On sait maintenant que les semi-démons sont séparés en groupes. Le fait qu'ils n'attaquent pas avec les monstres semble vouloir dire qu'ils préparent quelque chose, et ce quelque chose doit se faire en plusieurs endroits, réfléchit-elle. On pourrait demander à cet homme où est le camp en question, intervient Nevis tout en supportant Semnia qui se colle à lui. Ça ne servirait à rien. Ils vont probablement le déplacer d'ici peu, et pour l'instant, nous n'avons pas les meilleures chances contre 6 d'entre eux. Nous sommes en sous-effectif. Si Lorniel était là, ou si Semnia était... Là, on aurait pu tenter quelque chose, mais essayer de s'en prendre à eux ou de les espionner maintenant serait trop dangereux pour le moment. Finalement, pas si avancé que ça, ils se résignent donc et prennent le chemin de la sortie, quand d'un coup, le chevalier rajoute une dernière remarque. « Je plains la pauvre fille qu'ils retiennent prisonnière. » À ces mots, Océane, prise d'un mauvais pressentiment, change radicalement d'expression et se rue vers l'homme. « Vous avez vu une fille retenue prisonnière dans ce camp ?» Oui, elle se trouvait devant une des tentes attachée à une croix en bois, répond le chevalier, surpris et intimidé par le ton de l'invocatrice. « À quoi ressemblait-elle » Elle devait avoir 15-16 ans, des longs cheveux blonds. Je ne pourrais pas vous en faire une description détaillée, elle était assez loin de mon champ de vision. Où se trouve ce camp ?
Océane, tu ne comptes pas, intervient Gaëla, vite appréhensive. Si, nous allons la délivrer sur le champ. Mais je croyais que c'était trop dangereux, lance Jarès. Eh bien, j'ai changé d'avis. Et qui nous dit que c'est Diane, rajoute l'épéiste, un peu défiante. Qui ça peut être à part elle? Et dans le pire des cas, on sera venu en aide à une inconnue innocente, rétorque Océane. Mais écoutez, vous m'avez nommé chef sur le radeau, oui ou non? Oui. Alors la décision est prise. Flashback. Une bande de 5 adolescents entrait en douce dans une étable, préparant un mauvais coup. Tu es sûr que tout va bien se passer, Océane? S'adresse à l'un d'eux à celle qui semblait les mener. Parce que c'est plutôt mal de faire ça, renchérit une autre. Oh, ce fermier l'aura cherché. C'est tout juste s'il ne nous jette pas des pierres quand on passe devant chez lui, rétorqua la meneuse. Et s'il nous voit, il risque de le faire pour de vrai, s'inquiéta d'autant plus le premier. C'est bon, on ne va pas se faire prendre, dit-elle, pleine d'assurance. Un peu plus d'une heure plus tard, Océane et ses comparses se tenaient droit face à leurs parents. Océane mis à part. Honteux d'avoir été démasqué, il ne bougeait pas sous le regard réprobateur des adultes, tandis qu'un cochon courait à travers le village et semait la panique. C'est alors qu'ils virent l'instructeur du village, Rocan, accourir dans leur direction. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, légèrement affolé. « Demandez à votre Océane » lança un des parents, visiblement outré. Se confondant en excuses devant eux, le guérisseur finit par s'éloigner en tirant sa fille adoptive par le bras. « Qu'est-ce qui t'est encore passé par la tête ?» la gronda-t-il. « C'est le vieux Ferson qui n'arrête pas de cracher sur les magiciens du village. J'ai voulu lui donner une leçon et j'ai demandé aux autres de... »« C'est toi qui as lancé cette expédition ?»« Oui, pourquoi ?» Sans vouloir te vexer, Océane, tu n'es pas faite pour être chef. Les compagnons sont prêts, plus ou moins, selon certains, à prendre la route indiquée par le chevalier. Océane jette un œil vers Semnia avant de partir. Le mieux, c'est de la laisser ici et de revenir la chercher après ça, précise-t-elle, comme si c'était une évidence. Lek la regarde de loin, cachant mal son air de chien battu, tandis que Nevis et Gaëla la remettent au lit. « Vous me laissez toute seule ?» dit-elle, le ton presque larmoyant. « Écoute, papa et maman doivent faire quelque chose d'important, mais je te promets qu'on reviendra avant la fin de la journée, la console Gaëla. Et c'est moi qui ai un ton maternel, critique Nevis. Bah, quelques heures plus tard, Océane, Gaëla, Lek et Nevis sont en train d'attendre au milieu de nulle part, à 1 kilomètre de leur destination. Le temps leur paraît long. Ça fait un moment quand même, déplorent les péistes. On s'est volontairement éloigné pour ne pas se faire repérer. C'est normal qu'ils mettent du temps à y aller puis revenir, défend l'invocatrice. S'il revient, rajoute Nevis, jetant un froid. Il aurait pu s'enfuir depuis longtemps. Pourquoi il ne le ferait que maintenant, finit par réagir Océane. La vraie présence de danger, peut-être, répond le magicien, sans trop vouloir contredire la chef. Merci pour ta confiance. Jarès, un peu vexé, apparaît après avoir prononcé ces mots devant les yeux de Nevis, qui ne manque pas de sursauter. Alors, s'adresse Océane au démon, ne prêtant aucune attention au débat de l'instant. Il y a bel et bien un camp à cet endroit. Les occupants doivent penser qu'ils ont tué tous les chevaliers, vu qu'ils n'avaient pas l'air de préparer un déménagement. Bien, voici le plan. Jarès et moi, nous allons nous infiltrer à l'intérieur grâce à son pouvoir. Pendant ce temps, vous allez vous approcher le plus possible en étant sûr de ne pas être vu. Tous les deux, on devrait arriver à sortir Diane discrètement et vous ne feriez qu'attendre. Mais si on se faisait repérer, tenez-vous prêt à nous prêter main forte le plus rapidement possible, annonce l'avocatrice. Attends une seconde, ça veut dire que je vais me jeter au cœur du danger? Réagit Jarès, tout d'un coup légèrement paniqué. Ne t'inquiète pas, en utilisant ton truc de démon, personne ne devrait pouvoir nous voir. Et ça ne serait quand même pas de chance qu'on tombe sur des semi-démons qui aient le pouvoir de débusquer l'invisible. Très bien. Par contre, mon pouvoir est limité à un certain rayon. Il va falloir que tu sois proche de moi pour que je puisse te rendre invisible aussi. Océane s'exécute donc, se mettant à environ 40 cm à côté du démon. Plus près, elle se rapproche davantage, ne laissant qu'une vingtaine de centimètres de distance. Plus près. Légèrement agacée, l'invocatrice se rapproche à nouveau, effleurant presque cette fois le bras de Jarès. « C'est bon comme ça ?» s'irrite-t-elle. « Parfait », confirme le démon, n'osant pas la contrarier davantage. « Bonne chance, Océane », lui adresse Gaëla, cachant mieux sa moue quant à ce plan. « À tout de suite » sourit la concernée avant de disparaître aux yeux du groupe. Flashback. Complètement sonnée, Océane dérivait en pleine mer. Elle ressentait une forte douleur au cou ainsi que le froid des eaux. Un peu désemparée au premier abord, elle reprit ses esprits et se mit à nager en quête de ses compagnons. « Tout le monde » cria-t-elle avec difficulté et la gorge défaillante.
Semnia entendit-elle alors hurler au loin d'une voix reconnaissable. Elle se dirigea alors au son. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait de Lek, elle l'entendait encore et toujours crier le même nom. Lorsqu'il arriva à portée de vue, l'invocatrice se dirigea vers lui sans qu'il ne la remarque. Il continuait à crier le nom de Semnia, paniquée. « Lek » l'interpella-t-elle sans succès. Après diverses tentatives infructueuses pour l'atteindre par communication, Océane finit par s'accrocher à son épaule et le gifla pour le calmer. Lek sortit alors de son état de panique. « C'est bon, tu t'intéresses à moi » place-t-elle assez faiblement. Le griffu ne savait que répondre à cela. Il était complètement désemparé. « Il faut garder son sang-froid. J'ai aperçu des morceaux de bois flottant pas loin de là, sans doute les restes du bateau qu'on a pris. On va s'en servir pour faire un radeau et partir à la recherche des autres, força-t-elle sur sa voix. N'ayant pas grand-chose à redire, Lek la suivit alors, nageant en direction du tas de bois flottant. « Et il faut absolument que j'invoque Ondine pour me soigner, se dit-elle aussi. » Alors qu'il triait les planches les plus prometteuses, s'asseyant sur celles qui supportaient leur poids, le griffu se sentit obligé de parler. « Merci, Océane. »« De quoi ? De garder ton sang-froid comme ça aide beaucoup. J'imagine que je me suis un peu trop habitué aux crasses pour que ça m'affecte trop maintenant. » Le griffu se sentait mal, lui qui avait son lot de problèmes et pensait ici être fait. « Je ne laisserai rien mettre un terme à tout ce qu'on a accompli. » Océane et Jarès, désormais invisibles aux yeux des autres, pénètrent le camp à pas discrets. Une dizaine de tentes sont plantées, tandis que près de l'entrée, deux jeunes hommes aux cheveux blonds s'entraînent. Le plus grand d'entre eux, assez bien bâti, donne des directives aux plus petits qui n'a pas l'air de beaucoup apprécier. Leurs yeux révèlent leur nature de semi-démon, comme pour tous ceux qui se trouvent là. « Je ne vois pas l'intérêt de m'entraîner les bras. Tu sais bien que mon pouvoir n'a rien à voir avec, » commence à se plaindre le plus petit. « Tu comptes trop sur ton pouvoir, Paris. Je n'arrive pas à croire qu'on ait les mêmes parents. Il faut être le plus préparé possible pour satisfaire Princesse Célé, » réplique le plus grand. « Eh bien, je préfère me perfectionner dans ce que je sais faire de mieux plutôt que de me casser la tête. » Paris s'éloigne alors de son frère, rejoignant sa tante. Au même instant, pendant qu'Océane et Jarès avancent furtivement, une autre tente s'ouvre, d'où sort une jeune fille aux cheveux frisés, affichant un air curieux. « Hector, je me posais une question. »« Elle doit avoir à peine 12 ans, remarque Jarès, un peu surpris en parlant bas. Diane nous a dit que ses semblables avaient de 6 à 20 ans, explique Océane, peu enthousiaste à l'idée de combattre des enfants, parlant bas également. À ton avis, combien de temps ils vont mettre à se développer ? Jette la fille, mettant ses mains au-dessous de sa poitrine encore inexistante. Ne sait quoi répondre Hector, un peu gêné. Et puis surtout, comment ils grandiront ? Comme ceux de Junon ? J'adorerais avoir les mêmes que Vesta, s'extasie-t-elle, parlant plus à elle-même qu'à son compagnon semi-démon. Tu n'as vraiment que ça en tête, soupire-t-il. Les deux infiltrés, plutôt déconcertés par le ton de la conversation, finissent par se refocaliser sur leur objectif et commencent à visiter le camp, toujours sous leur voile d'invisibilité, à la recherche de Diane. « Je ne vois pas la moindre trace de fille sur une croix, » commente le démon. « Tu parles un peu trop vite, » réplique l'invocatrice en montrant du doigt un trou au sol, à côté duquel se trouve une grande croix en bois couchée, visiblement déplantée récemment. « Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ?» Ils sont surpris par l'interjection d'un autre semi-démon à l'allure sévère et au ton autoritaire. Il semble être le plus âgé sur place. D'abord décontenancés, car croyant que cette réplique leur est adressée, ils finissent par comprendre que le jeune homme en fait parler à une autre semi-démone, adolescente autour du même âge que Diane, se trouvant derrière eux. « Nous deux » s'étonne la concernée, étant seule. « Toi et ta fainéantise » réplique le semi-démon. « Je suis morte de rire. » Pendant ce court dialogue, Océane et son compère s'éloignent des deux intervenants tout en restant à portée d'oreille. Cet homme, il correspond trait pour trait à la description d'Ixion. C'est un peu le chef des semi-démons, d'après ce que Diane a dit, chuchote Océane. « Tu es censé questionner la traîtresse !» L'invocatrice a une réaction suite à ces mots. « Et aux dernières nouvelles, elle se trouve dans la tente centrale, dit Ixion autoritaire. » Quelle question je dois lui poser? Ça fait des jours que je l'interroge, je n'ai plus rien à en tirer. D'ailleurs, pourquoi la mettre dans une tente plutôt que la laisser sur sa croix en plein air? Les nuages semblent annoncer une pluie d'ici peu de temps. Je ne veux pas qu'elle en profite pour trop se désaltérer, répond le chef des semi-démons. Enfoiré, parle Océane bas, assez en colère. Que cela te plaise ou non, Tantale, ce sont les ordres de Princesse Célé. Ses plans sont logiques et infaillibles, continue Ixion. Sauf en ce qui concerne Orcus, marmonne Tantale dans sa barbe. Ne prononce plus jamais ce nom, crie Ixion, assez énervé à ces dernières paroles.
D'accord. La semi-démon s'efface tout d'abord, puis revient peu à peu à la charge. Écoute, nous vivons tous pour servir Princesse Célé, mais ces décisions peuvent prêter parfois à confusion et ne sont pas forcément parfaites. Bien entendu, comme tu as des sentiments pour elle, tu ne fais aucun vrai jugement, hein. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'es pas amoureux de Célé? Si, je l'aime, répond-il alors, comme automatiquement. À peine a-t-il fini sa phrase qu'il sursaute, comme s'il n'avait pas voulu dire ça. Tantal a alors un petit rictus, tandis qu'Ixion s'énerve de plus belle. Je déteste ton pouvoir. Va l'appliquer sur la traîtresse plutôt que sur moi, termine-t-il en s'éloignant vers sa tante. Tantal, résignée, prend alors la direction d'une autre tante. Dans son chemin, elle passe juste à côté d'Océane et Jarès, sans les voir, bien sûr. Il en est bonne, lui. Je lui posais quoi comme question? Quelle est ta couleur préférée? Se plaint-elle en marchant. Le bleu! Réagit automatiquement Océane sans baisser la voix. Une surprise de la part des trois personnes fait vite place au silence. Océane, pas loin de la semi-démon, met sa main devant sa bouche, regrettant ce qu'elle vient de dire malgré elle. Tantal, suspicieuse, scrute à l'endroit où elle venait d'entendre cette réponse. A priori, il n'y a rien à voir, mais en regardant au sol, elle observe les traces de pas qui ont ondulé légèrement. Un peu plus loin, le reste du groupe attend, caché derrière une dune de terre, faisant attention à ne pas se faire voir du campement dont il distingue les quelques occupants. Quand je pense que je vais devoir jouer la mère de Semnia alors qu'elle est plus âgée, j'espère qu'elle va vite retrouver la mémoire, soupire Gaëla. Elle nous considère comme ses parents, c'est bon signe, ça doit vouloir dire qu'on a l'air d'un couple, sourit Nevis. Je ne répondrai même pas à ça. Ce moment de légèreté prend vite fin, car ils entendent alors un cri d'alerte provenant du camp. Sans perdre de temps, ils se ruent à l'intérieur. « Des intrus !» crie Tantal, portant un coup de pied qui touche Océane et fait reculer Jarès, enlevant de ce fait la couverture invisible de l'invocatrice. « Et zut !» se dit cette dernière. La semi-démon lui assène plusieurs coups de pied et de poing qu'elle bloque non sans mal, tout en reculant. C'est alors qu'Ixion arrive à l'assaut, sortant de sa tente. « Toi, tu es l'invocatrice du groupe qui a défié Princesse Célé !» constate-t-il en voyant Océane. Tantal s'apprête à renouveler un coup de pied quand quelque chose l'assomme par derrière. C'est Jarès qui réapparaît. Le chef de base, ne manquant pas de réagir, commence à transformer ses bras en énergie électrique devant les deux intrus, lançant un puissant rayon d'électricité concentrée qui manque de peu ses cibles, qui ont eu le réflexe de faire un saut de côté. « Tu me donnes un coup de main ?» s'adresse Océane à Jarès, les cheveux légèrement défrisés par l'électricité qui vient de passer. « Je ne suis pas un combattant !» se défile ce dernier en disparaissant à nouveau. D'accord. Elle esquive de nouveau à une autre attaque électrique du semi-démon. Ixion les enchaîne et, sentant qu'elle n'est pas à son avantage, elle se dirige à toute vitesse vers l'entrée du camp. « Je n'ai aucune chance d'invoquer dans cette situation. Il vaut mieux s'éloigner pour l'instant, » raisonne-t-elle tout en courant. Dans sa course, elle croise la route de la très jeune semi-démon aux cheveux frisés qui court dans la direction opposée, suivant l'appel de Tantal. Dans leur précipitation, les deux filles se rentrent dedans et tombent par terre. La semi-démon se retrouve la tête posée sur le ventre de l'invocatrice. « Intéressant !» dit-elle, petit sourire aux lèvres, les yeux fixant les attributs d'Océane qui se trouve juste devant. Perséphone hurle Ixion. La jeune fille se ressaisit à l'appel de son nom et se met à attaquer. En mettant sa main au sol, elle parvient à se fondre avec la terre, faisant alors immerger plusieurs pics terrestres qu'Océane parvient à éviter au coup de vêtements déchirés. Elle se lève et veut alors s'éloigner en courant, mais trébuche sur une énième excroissance de terre générée par Perséphone. Au même instant, Ixion envoie une nouvelle décharge électrique vers l'invocatrice, qui passe au travers de sa cible à la surprise du lanceur. C'est en fait Jarès qui est intervenu. Ayant un nouveau Océane dans son champ d'action, il s'enfuit vers l'entrée en la tirant par la main, s'éloignant pour l'instant des semi-démons qui s'en étaient pris à l'invocatrice. « Je crois que c'est fichu pour le plan infiltration », commente-t-il dans l'agitation du moment. Il se voit vite stopper net par un coup de poing qui l'assomme sèchement. Perdant connaissance, il se rend à nouveau visible ainsi qu'Océane, qui se retrouve alors face aux frères Hector et Paris. « Je me disais bien que ce n'était pas normal, des bruits de pas et personne à l'horizon, dit le premier. « Laisse-moi m'occuper d'elle, Hector, continue le second, trépignant à l'idée de se battre. » Mais il n'a pas le temps de s'approcher d'elle, qu'une gerbe de feu se dresse devant eux, les brûlant légèrement. Gaëla, Lek et Nevis sont arrivés à la rescousse. « Un coup de main ?» lancent les péistes. « C'est pas de refus, » répond l'invocatrice, portant Jarès inconscient. Hector tente de la stopper, mais Lek s'interpose, infligeant quelques coupures au semi-démon par les griffes de ses mains. Paris, quant à lui, est contenu par les attaques de feu de Nevis. C'est alors qu'il voit s'approcher Perséphone et Ixion.
Perséphone, j'ai besoin de toi, l'interpelle-t-il. La concernée comprend à mi-mot son intention et se fond à nouveau au sol, faisant jaillir une boule de terre devant Paris. Celui-ci, tout en évitant les gerbes de flammes, frappe cette boule du pied et l'envoie à toute vitesse en direction du magicien. Le projectile lui frôle le visage, lui faisant ressentir une pression d'air et détruit les palissades du camp, passant au travers sans que sa vitesse ne change beaucoup. Si je m'étais pris ce rocher, tremble Névis, en rictus nerveux, en voyant l'objet s'éloigner au loin alors que son oreille siffle. J'ai le meilleur coup de pied du monde, se vante le semi-démon, s'apprêtant à renouveler cette action avec l'aide de Perséphone. Le magicien, pris de panique, ne fait alors qu'éviter en courant les morceaux de terre qui foncent violemment sur lui. Pendant ce temps, Gaëla s'est approchée en douce de Paris pour tenter de le stopper, mais c'est elle qui se fait arrêter dans son élan par Ixion, qui la projette assez loin d'une décharge d'électricité. Océane, quant à elle, se retrouve désormais vers l'entrée, à une distance acceptable du combat, qui fait rage. Elle pose Jarès au sol. Il est peut-être temps que je fasse quelque chose, moi aussi. Oh, magnifique Ondine, permets-moi de couler mes adversaires, scande-t-elle. Ondine apparaît alors dans toute sa majesté. Contrôlée par Océane, elle fonce vers Ixion en lui envoyant de nombreuses trompes d'eau que ce dernier esquive. Se faisant toucher par une éclaboussure, la partie électrique de son corps réagit, le faisant grincer des dents. Oh, l'électricité! Mauvais mélange, mais ça nous désavantage tous les deux, s'adresse-t-il à l'invocation. De son côté, Leg bat sans trop de difficulté Hector au corps à corps. Ce dernier, coupé au bras par les griffes de son adversaire, commence à vaciller. Je déteste ça, mais il va falloir que j'utilise mon pouvoir, maugrait-il. En se concentrant, il fait alors jaillir de son torse et de son dos une douzaine de tentacules noirs. Au départ, un peu dégoûté par cette vision, Lex se ressaisit vite, voyant que ses membres supplémentaires foncent dans sa direction. Il tranche les tentacules menaçants, mais ceux-ci repoussent à grande vitesse. Hector commence à acculer le griffu. Gaëla revient de son choc électrique. À demi étourdie près d'une tente, elle entend les bruits de pas d'une personne qui en sort. Il se montre enfin, celui-là, dit Ixion en pleine esquive d'un pic de glace, regardant en direction de la tente en question. L'épéiste se relève, légèrement vacillante, prête à se battre contre le nouvel ennemi. Mais cet ennemi s'avère être un jeune garçon de moins de 10 ans aux manches courtes. Ce semi-démon possède curieusement quelques traits similaires avec Staël dans la stature et la coiffure. L'état à demi étourdi de Gaëla le rend quasi identique à son jeune frère lors de ses 9 ans à ses yeux. Staël s'étonne-t-elle, toujours un peu sonnée. Devant cette vision, l'épéiste fléchit les jambes et fait tomber son épée au sol, restant quoi face au garçon qui s'avance vers elle. Ce dernier ne semble d'ailleurs pas du genre très expressif, marchant à allure lente sans rien transparaître. Dès lors qu'il arrive en face de Gaëla, celle-ci va lui passer sa main dans les cheveux, comme par réflexe, mais elle déchante vite lorsqu'il lui rentre littéralement la main à l'intérieur du corps. Gaëla passe d'un état d'hébétement à un état d'extrême souffrance et de suffocation. Le garçon semble prendre plaisir à lui presser le cœur de la main, un sourire inquiétant étant venu se poser sur son visage. Il se fait heureusement stopper par une boule de feu qui l'envoie valdaguer, lui brûlant une partie du torse et lui faisant surtout retirer son poignet de l'intérieur du sein gauche de l'épéiste. Névis, auteur de ce fait, se précipite vers elle. « Ressaisis-toi » lui adresse-t-il. Au même instant, un autre bloc de terre frappé par Paris fonce dans leur direction. Pour l'éviter, Névis se jette à terre avec Gaëla. Perte de mobilité, sourit le semi-démon en enchaînant sur un nouveau tir. Dans leur position, ils ne peuvent éviter ce nouveau projectile. Mais l'aigle vient s'interposer et intercepte le bloc de terre avec ses deux mains, non sans en ressortir la douleur au poignet. « Hé, c'est moi ton adversaire !» fonce Hector en attaquant le griffu. Mais lui et ses tentacules sont arrêtés par Ondine, qui sectionne ces dernières à l'aide d'un pic de glace et commence à étrangler le semi-démon à l'aide d'un fouet d'eau. « Tu devrais faire plus attention à moi !» En même temps que de dire ces paroles, Ixion surprend l'invocation en lui infligeant d'importantes décharges électriques qui font grandement souffrir Ondine avant de la faire voler en éclats. Océane revient alors violemment de sa transe. Au même moment, Jarès commence à reprendre doucement conscience. « Je suis encore en vie ?» se demande-t-il. « Ah !» hurle Névis. En tendant les mains, il crée un grand mur de flammes en cercle autour d'eux, les protégeant provisoirement de leur ennemi. « Je ne vais pas pouvoir garder ce sort longtemps », prévient-il en pleine concentration. « Océane, nous sommes dépassés, il faut qu'on se sauve !» parle Lec à la chef. C'est alors que la tête de Perséphone sort du sol, surprenant le groupe. Mais au lieu d'attaquer, elle jette d'abord un regard curieux en direction du buste de Gaëla. Océane l'assomme alors d'un coup de pied avant qu'elle soit complètement sortie de terre. Elle répond ensuite à Lec. « Qu'est-ce que tu racontes? Il faut qu'on ne pourra rien pour Diane si on meurt ici !» la coupe-t-il.
Mais il faut garder son sang-froid, lance le griffu autoritaire. Ses mots font écho à Océane, la stoppant dans sa détermination. J'aimerais éviter d'avoir à te gifler à mon tour, si c'est possible, rajoute-t-il. Tu as raison, sourit-elle, comme ravalant son orgueil. Les deux se dépêchent de regrouper les deux membres mal en point, tandis que Nevis garde le mur de feu en place. Diane! Diane! Crie Océane en direction de l'intérieur du camp. Ses paroles résonnent quelques secondes. Océane! Se fait entendre faiblement. Un petit sourire de soulagement se lit sur le visage de l'invocatrice, reconnaissant la voix qui a fait écho. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider maintenant, mais je te le promets, je reviendrai te chercher, crie-t-elle encore, larmes aux yeux. Flashback. Océane, Gaëla, Lek et Nevis se trouvaient sur leur radeau, scrutant chaque coin à la recherche de leurs amis. Ça risque de nous prendre pas mal de temps pour les retrouver, déplorait Nevis. Je pensais à quelque chose. Ça pourrait aider d'avoir un chef provisoire le temps qu'on retrouve Semnia. Avec tout ce qui s'est passé et la situation dans laquelle on est, ce ne serait pas mal d'avoir quelqu'un pour prendre des décisions, lança Gaëla. C'est une bonne idée. Avec toi, notre tête, on pourrait... En fait, je pensais plutôt à toi, Océane. À moi? Je ne suis pas en état de mener quoi que ce soit après. Elle ferme les yeux pour masquer sa douleur. Ce qui vient de se passer. Quant à Lek, je n'accepterai jamais de recevoir d'ordre venant de lui. De toute façon, je ne suis pas fait pour diriger qui que ce soit, concéda le concerné. Nevis se sentit obligé d'intervenir à son tour, mais fut vite ignoré. Si vous voulez, je peux... Il n'y a que toi qui puisse le faire. Tu nous as montré beaucoup de fois que tu étais réfléchi. Je pense que tu es plus faite pour être chef que n'importe qui d'autre ici. Insista l'épéiste à l'égard de l'invocatrice, qui hésita un instant. Très bien. Je vais prendre la tête du groupe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous en faire baver. Accepta-t-elle alors son sort sur une touche d'humour. Comme si on allait vous laisser partir, réagit Ixion. Tout le groupe se réunit autour de Jarès qui a à peu près repris ses esprits. Mais à ce moment-là, Nevis n'a plus assez de force pour maintenir son mur de feu. Ixion, Hector et Paris en profitent pour foncer vers eux. Dans un dernier effort, le magicien crée des billes de feu et les projette vers les semi-démons. Ixion et Hector ressentent les brûlures dues aux petits projectiles et perdent de vue à un très court instant leurs adversaires. Leur attention à nouveau centrée sur le groupe, ils s'aperçoivent que celui-ci a disparu. Ixion se précipite vers la porte d'entrée et ne voit rien à l'horizon. Ils ont dû disparaître à cause du pouvoir de l'autre. Ça va être impossible de les pister avec la pluie qui arrive, grogne ce dernier. Tout en regardant l'entrée, Hector gronde son frère. Si tu avais été plus malin, tu te serais préparé à leur envoyer quelque chose, Paris. Paris, tu ne comptes pas me faire une répartie comme tu en as là. En se retournant vers lui, Hector voit le corps de son frère au sol. Il avait reçu une bille de feu en plein milieu du front. Plusieurs heures ont passé. La pluie tombe depuis un moment déjà dans les plaines. Sur leur monture, le groupe se dirige, sans trop savoir où aller, vers la prochaine ville. Gaëla reste songeuse, le regard au sol. Nevis partage sa monture avec Semnia, qui se sert de son dos pour se protéger de la pluie, le prenant toujours pour son père. Il vient une idée à Jarès en regardant Océane de dos. Il change la couleur verte de ses yeux en bleu. Lek, quant à lui, regarde de loin l'ancienne chef de groupe réduite à la mentalité d'un enfant, se sentant impuissant. Mauvaise journée, hein? Vient s'adresser à lui Océane, peu enthousiaste. J'ai connu mieux, mais pire aussi, acquiesce le griffu. Moi aussi. Merci de m'avoir ramené à la raison tout à l'heure. Pas de quoi. Gaëla a dit que j'étais le meilleur choix en tant que chef, mais après le résultat d'aujourd'hui, j'en doute. Je n'aime pas imposer aux autres mes décisions. J'ai peur qu'on m'aime moins pour ça. Crois-moi, tu es loin d'être un chef détestable. Mais j'ai quand même failli nous faire tuer. Je suis sûr qu'il sera un meilleur chef que moi quand on le retrouvera. Lorniel. C'est bizarre, mais quand tu m'as parlé de me gifler, ça m'a fait penser à lui. Il aurait été beaucoup plus réfléchi que moi sur ce coup-là. Quand on le retrouvera, tout ira beaucoup mieux, j'en suis sûr, lance Océane, le regard plein d'espoir. Vers les côtes de ces Ploca, un homme marche tel un zombie sous le tumulte du tonnerre qui fait rage. Ce sorcier qui avait la chevelure argentée se retrouve désormais entouré d'une aura noire. Ses cheveux sont obscurcis, il a une expression de rage et son regard est baigné dans le noir.